Je manageais à mon fils une situation des plus heureuses. J'élevais précisément pour lui, à l'école nouvelle, la nombreuse classe des auditeurs au Conseil d'État, leur éducation finie à leur âge venu et usant, un beau jour, relever tous les postes de l'Empire, fort de nos principes, des exemples de leurs dévanciers et suffisant, trouver tous, à 15 ans, des plus que mon fils, ce qui le passait précisément entre deux générations et tous leurs avantages, la maturité, l'expérience et la sagesse, au-dessus la jeunesse, la célérité, la prestesse au-dessus. Et comme je m'étonnais qu'il ne rien laissait percer de toutes ces grandes et belles institutions, à quoi bon bavarder là-dessus? Me dit-il, on me prise pour un charlatan, on me suspectait d'insuétion, de souplesse. L'on se fut familiarisé à me combattre et je serais tombé dans le discrédit. Situé ici, que je l'étais sans l'autorité héréditaire de l'antique tradition privée de prestige de ce qu'ils appellent la légitimité. Je ne devais pas permettre l'occasion d'entrer au lycée vis-à-vis de moi. Je devais être tranchant, impérieux, décisif. Vous me dites, quand a-t-il de moi, dans votre Faubourg, qui n'était-il légitime? Si je le étais, je n'aurais pas fait davantage, sans doute, mais je me était permis alors d'avoir plus de bons amis. Pendant 18, l'empereur travaillait avec l'un de nous, ce qui nous a fort réjouis en nous prouvant qu'il se trouvait beaucoup mieux. L'empereur m'a fait demander avant dîner, le travail semblait l'avoir animé. Il était fort causant. Et nous marchions dans son appartement. La Vendée, ses troubles, les chefs qu'elle montrait ont été un sujet remarquable de la conversation. Charette était le seul dont tu fis un cas tout particulier. J'ai lu une histoire de la Vendée. Si les détails, les portraits sont exacts, disait-il. Charette est le seul grand caractère, le véritable héros de cet épisode marquant de notre révolution, lequel se présente de grands malheurs. N'aimons pas du moins notre gloire. On s'y égorge, mais on s'y dégrade point. On y reçoit des sécures de l'étranger, mais on n'a pas la honte d'être sous sa bannière et d'en recevoir un salaire journalier pour n'être que l'exécuteur de ses volontés. Oui, a-t-il continué, Charette me laisse l'impression d'un grand caractère. Je lui vois faire des choses d'une énergie, d'une audace peu commune. Il laisse percer du génie. Je lui disais, alors, à voir beaucoup que nous, Charette, dans mon enfance, nous avions été gardes de la marine ensemble à Brest. Nous y avions partagé longtemps la même chambre, mangé à la même table, et il avait fort surpris. Par ses exploits et ses brillantes carrières, de ceux de nous qui avions été liés avec lui, nous avions jugé Charette assez commun, de peu d'instruction, entier, atrabilaire et surtout extrêmement indolent. Pas un de nous qui n'eût le condamné à demeurer dans la foule des insignifiants. Il est bien vrai qu'à mesure qui prenait de l'éclat, nous nous rappelions et nous aimions à faire ressortir. Car une de ces premières campagnes dont la guerre d'Amérique est devant naître en cœur qu'un enfant sortant de Brest durant l'hiver sur une carter, son bâtiment perdit son mât, ce qui pour ce genre d'embarcation équivaut à une perte presque certaine. Le temps était si épouvantable et la mort si infaillible que les matelots et genoux et l'esprit perdu se refuseront à tout travail qu'eux peut le sauver. Les gardes de la marine, Charette, malgré son extrême jeunesse, ont doit un peu contraindre les autres à travailler. Il parvint, en effet, par ce terrible exemple, à décider tout le reste, et l'on sauva le bâtiment.
Eh bien, voyez, disait l'empereur, le vrai caractère peut se toujours dans les grandes circonstances. Voilà, en effet, la tencelle qui signala les héros de la Vendée. Il ne faut pas toujours s'y méprendre. Il était demeuré dont le réveil est terrible. Cléber aussi était d'habitude endormi, mais dont l'occasion est toujours besoin. Il avait le réveil du lion. Je jutais à voir une fois entendu raconter à Charette qui, dans un certain moment, d'un élan spontané, les matelots du carré s'étaient et criaient d'une voix commune qui faisait vœu d'aller en chemise et pieds nus, porter au siège à Notre-Dame des recouvrances portion de Brest. Si elle obtenait le salut, et vous en croyez, ce que vous voudrez, nous ajoutait naïvement Charette, mais il est des filles qu'à peine ils auront fini de prononcer leur prière, que le vent tomba subitement et qui de cet instant commenceront nos espérances de salut. Les matelots retour, l'officier en tête, accompliront devotement le vœu. Du reste, disais-je, ce ne fut pas la seule circonstance miraculeuse du petit Carter. On était au mois de décembre, la nuit fort longue et des plus obscures. On se savait au milieu des récessifs, mais privé d'humain et de toute sécurité nautique. On flottait à l'aventure, attendant de salut que tout s'y aille quand on entendit le son d'une cloche. On sonda et, trouvant très peu de fond, on jeta l'ancre. Quelle ne fut pas, au point du jeu, la surprise et la joie de se voir à l'entrée de la rivière de l'Indero. La cloche qu'on avait entendue était celle de la paroisse voisine où le bâtiment avait merveilleusement traversé les innombrables écueils dont estimé l'entrée de Brest, il avait enfilé le goulet, passé à travers de 3 ou 400 voiles qui couvrions le rade et étaient. Mais nous trouvions un abri précisément à l'entrée d'une rivière sur un point calme et tout à fait à l'écart. Voyez, disait l'empereur, toute la différence du tâtonnement des hommes à la marche assurée, franche de la nature, ce que vous étonne si fort devait arriver. Très probablement qu'avec toutes nos connaissances humaines, les troubles, les erreurs de nos sens, nous ont amené les naufrages du bâtiment. Au travers des temps, des chances malheureuses, la nature l'a sauvé sans hésitation. La marée sans essaiser et la force du courant l'a conduit sans péril. Précisément au milieu de chaque chenal, de la sorte il ne devait, il ne pouvait pas périr.